Nous allons donc laisser la parole au professeur Gouakwe Michel pour la conférence de ce jour sur le thème le business de l'école dans le cadre du forum virtuel des édupreneurs. Chers amis, le professeur Gouakwe. Alors, bonjour à tous. Je disais tout à l'heure que quand Eric me présentait, il n'avait sûrement pas dit tout, mais il ne pouvait pas non plus dire tout. Effectivement, ma position est très délicate par rapport à cette conférence, parce que tout en étant enseignant, je suis aussi donc promoteur d'institutions d'éducation et je suis donc promoteur du Centre polyvalent d'éducation et de formation professionnelle et artistique. Et ce centre se trouve à Guenivé, à Tchavé. L'objectif de ce centre, c'est certes de former des gens à l'école, mais c'est aussi de former des professionnels de l'éducation, que je n'ai pas encore commencé, mais aussi former des artisans, aller vers des entreprises et leur poser le problème des besoins de compétences qu'ils ont. Et à partir de là, mettre en place des formations modulaires qui permettra de mettre à jour leurs agents. Donc ça, c'est dans la perspective. Mais en même temps, je suis secrétaire général de la FENANCIER, Fédération nationale des syndicats de l'éducation du Togo, qui est membre de la coalition Éducation pour tous, mais qui est également membre de l'International de l'éducation. À ce titre, je ne me suis pas bien positionné parce que le leitmotiv de l'International de l'éducation, c'est l'éducation publique de qualité pour tous. Mais faire l'éducation publique de qualité pour tous suppose qu'il y ait équité et qu'il y ait facilité d'accès de tous les enfants, quel que soit leur milieu social, à l'école. Mais de plus en plus, la démographie fait que nos États n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'ils ont inscrit dans leur constitution, école pour tous, éducation pour tous, ils n'arrivent pas à le faire. Quand on remarque dans nos établissements publics ici, les effectifs sont pléthoriques, ce qui fait que l'État a besoin d'autres partenaires pour l'aider. Et c'est dans ce cadre qu'interviennent des entrepreneurs de l'éducation pour apporter un soutien en tant que partenaire à l'État. Encore qu'il faut que tous les États reconnaissent que ces acteurs sont des partenaires et avoir des relations de partenaires avec eux, ce qui suppose qu'on suit le travail qu'ils font, qu'on voit la qualité du travail, qu'on voit la qualité des infrastructures, qu'on voit également ce qu'ils prennent comme revenus pour pouvoir leur donner des subventions permettant d'arriver à l'équité à l'école démocratique. Un autre aspect donc, de notre sujet, c'est que le problème s'est déjà posé en Occident dans les pays développés, où la question de la compétence et de la compétition se pose. Compétence et compétition. Parce que les entreprises veulent des agents, mais ils veulent des agents qui ont des compétences avérées, leur permettant donc de faire avancer leur entreprise, d'avoir des gains, des plus-values. Ce qui suppose que sur le marché du travail, il faut des gens compétents et on se base sur la compétence. Est-ce que l'État, les institutions de formation publique peuvent ou donnent toutes ces compétences à tout le monde? La question reste posée. Et c'est ça qui amène de plus en plus des particuliers à s'intéresser à l'éducation pour donner les compétences. D'ailleurs, j'avoue que depuis les années 80, même en Europe, il est question de donner une certaine autonomie aux grands centres de formation, notamment les universités, etc., pour que chacun puisse dévoiler sa formation et en même temps compétir sur le marché. Et il faut dire que chaque établissement se construit une forme de label pour pouvoir se vendre sur le marché. Dans le système français, nous avons le système des grandes écoles où les grandes écoles, les agents sont très prisés et on leur donne, quand tu dis tu sors de telle école, alors là, c'est clair. Et on vous prend avant d'autres. On n'aime pas beaucoup les gens sortis des universités, on préfère ceux qui sont sortis des grandes écoles. Et chez nous ici également, les recruteurs,
quand il voit des diplômes venus de l'étranger, il est pris par rapport aux diplômes qui sont donnés ici. Et parfois, c'est le diplôme qui semble donner l'image de la compétence. Alors, ce cadre posé nous amène donc aux questions donc, de référence que l'on m'a données par rapport à cette conférence. Quelle est la nature du business des écoles? Est-il nécessaire le business des écoles? Quelle est la part des édupreneurs dans ce business? Et les nouvelles tendances aujourd'hui avec les avancées technologiques. Voilà donc 4 questions qui me sont posées par rapport à cette conférence-là. Donc, pour aller vite, je vais juste établir le cadre et permettre après que dans les débats, nous puissions rentrer dans le fond. Alors, tout à fait, le problème qui se pose, c'est le problème à la fois de l'efficience économique de l'enseignement et qui est en relation avec la question de l'équité sociale. Peut-on avoir un système qui à la fois cherche l'efficience économique et permet l'équité sociale? Question majeure. L'État, dans son rôle donc d'État-providence, doit en principe permettre à tout le monde d'avoir cet accès équitable. Mais malheureusement, la démographie et les problèmes de diversité liés à notre évolution fait que les choses ne vont pas. Vous me permettez de brancher mon système parce que je risque de manquer de jus bientôt. C'est fait? Il nous faut donc de jus, ce n'est pas branché. Oui, c'est bon. OK. Donc, je disais que l'État n'arrive plus réellement à faire son travail. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis les années 80, nos États, avec l'ajustement structurel, se sont désengagés du système éducatif. Et ça aussi, ça a joué un rôle important au point que ça laisse de la place. Tous les enfants n'ont plus accès à l'école, ça laisse de la place à des édupreneurs pour pouvoir investir le marché de l'école, le business de l'école. Il y a aussi lieu d'ajouter le fait que les formations et les professions deviennent de plus en plus spécialisées. Et quand les formations deviennent spécialisées, il faut des compétences assez fines. Et là aussi, nos universités n'ont pas toujours l'élément ou le cadre pour former, pour donner ces compétences assez fines. Je voudrais souligner, déjà je l'ai souligné hier, que au fait, le rôle originaire de l'université, ce n'est pas de former des professionnels, mais c'est de donner des connaissances. Mais aujourd'hui, la connaissance est remise, je dirais, en seconde zone. On parle davantage de compétences. L'école de compétences vous est venue du Canada, elle s'est étendue à toute l'Europe et aujourd'hui, nous parlons d'approche par compétences. Alors, est-ce que cette approche par compétences est utile? Vous me direz utile pour le système économique. Mais ce faisant, est-ce que cela ne pose pas problème, ne forme pas des gens à connaissances limitées qui ne soient pas capables de s'adapter à d'autres systèmes quand les choses changent? Tout ça demeure donc des questions importantes. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en Occident comme en Afrique, de plus en plus de privés s'intéressent à l'éducation. Et ceux-là, nous disons que ce sont donc les édupreneurs, c'est-à-dire des entrepreneurs de l'éducation. Alors, quelle est la nature du business des écoles aujourd'hui? Alors, la nature, c'est que de plus en plus, ces édupreneurs mettent en place un système qui leur permet de gagner de l'argent. Parce que tous ceux qui font du business, c'est pour gagner de l'argent. Mais l'école peut être un secteur où on doit gagner de l'argent. Comment organiser l'école de manière à ce que celui qui s'engage dans ce business ne soit pas seulement quelqu'un qui cherche à faire des bénéfices coûte que coûte, mais qui contribue également à l'équité sociale, qui contribue à donner des compétences réelles dont on a besoin sur le marché.
Et cette nature de système des écoles fait que parfois, il y a certains qui tombent dans des, je dirais, des publicités mensongères. Ils veulent, pour pouvoir donner la qualité à leur diplôme, ils s'associent à des institutions à l'étranger. Parfois, ils ne s'associent pas. Mais vous verrez sur les banderoles ici et là dans le système, et bon, nous sommes affiliés à tel organisme, nous sommes ceci, cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le business de l'école devient parfois, je dirais, un secteur démagogique où on fait tout s'il n'y a pas un contrôle. Est-ce que ce business est nécessaire? Oui, nécessaire parce que l'État et l'organisation de nos différents États font qu'ils ne sont plus capables d'assumer leur mission. Dans les pays développés, toutes les écoles, toutes les entreprises sont reconnues et il y a, selon donc les curricula qu'ils mettent en place et l'importance, ils ont des subventions, soit des collectivités locales, soit des entreprises, soit de l'État lui-même. Mais dans nos pays, malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à cette situation, ce qui fait que ce sont les parents d'élèves qui subissent ce renchérissement donc, du coût de l'éducation. Est-ce que l'éducation qui est donnée aux enfants est compatible avec ce que l'on reçoit? Nous savons que l'école, quand on fait les calculs, le coût réel d'un étudiant, et en euros, en Europe, on l'a évalué pratiquement à près de 11 000, 12 000 euros par an. Mais chez nous également, si on évalue réellement, il y a une étude qui a été faite à un moment donné qui faisait qu'un étudiant réel qui sort de l'université de Lomé, chaque année, il coûte autour de, je dirais, 800 000 par an. Mais malheureusement, ce que prend l'université est insuffisant. Ce qui fait que les universités qui prolifèrent demandent beaucoup d'argent et ce n'est pas tout le monde qui peut y arriver, ce qui pose le problème d'équité. Il y a de très bons enfants qui peuvent évoluer, mais malheureusement, ils n'arrivent pas. Il est demandé à l'État, par exemple, de subventionner, de donner des bourses à des jeunes capables dans les institutions privées de manière à leur permettre d'avoir accès à des compétences. Mais là aussi, nos États ne sont pas encore prêts. Ce qui veut dire que dans ce système qui est indispensable, il y a nécessité qui est donc des privés. Il n'y a pas de coordination entre les édupreneurs et l'État. L'État intervient parfois comme police. Ça a été le cas, par exemple, dans l'enseignement supérieur au Togo, où la direction de l'enseignement supérieur a organisé une brigade qui a fait le tour des systèmes éducatifs pour voir si les universités privées, les établissements sont conformes, ont donc le standard. On a demandé à certains donc de réviser ces standards, etc. Il y a d'ailleurs un site qui les classe pour permettre aux gens d'y arriver. C'est un effort louable, mais cet effort est insuffisant puisque l'État n'accompagne pas ces différents établissements. Le problème se pose également dans le secondaire et dans le primaire. Alors, cela m'amène à la part des édupreneurs dans ce business. Indispensable que les privés accompagnent l'État. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces édupreneurs? Forcément, on ne peut pas créer un établissement dans des apprentis, c'est-à-dire voir un mur et puis mettre un toit sur le mur et ne pas tenir compte du cadre. Un établissement scolaire reste un établissement scolaire. Le cadre est important pour l'apprentissage. Mais malheureusement, nous voyons, surtout au niveau de l'école primaire au collège, des établissements qui n'ont rien donc d'un établissement scolaire. Parfois, quand il pleut, alors on ne peut pas tenir dans ces établissements scolaires. Ils n'ont pas d'électricité, il manque donc, les infrastructures donc, ne sont pas au point. Ça pose un problème. Il y a également la question donc, des enseignants. Est-ce que les enseignants des établissements privés sont payés au taux qu'il faut? Là aussi, les édupreneurs doivent faire un effort pour payer à un bon niveau donc les différents élèves, les différents enseignants, s'il vous plaît. Mais il se trouve que là aussi, pour le faire, il faut demander un effort aux parents.
demander un effort aux parents, mais nous savons la situation économique de nos pays et si on doit demander l'effort aux parents, ça veut dire que notre école n'est plus démocratique. C'est ceux qui ont les moyens qui peuvent envoyer leurs enfants dans ces établissements privés, ce qui constitue un réel problème. Mais comment les éducateurs, les éducateurs peuvent se prendre? De plus en plus, ils s'organisent en fêtières, en associations pour défendre leur cause. Mais ils se livrent eux-mêmes une compétition qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire, ils se sabotent les uns les autres. Il y a l'un qui s'installe à côté de l'autre. Il y en a qui font les mêmes formations, ce qui fait qu'on ne se retrouve pas toujours et eux-mêmes font que le système n'a plus son importance. Donc, il y a une concurrence déloyale entre édupreneurs. Il n'y a pas forcément d'entente, ce qui également pose un problème important. Il y a également le problème des curricula. Au niveau des curricula, il ne faut pas forcément faire des curricula qu'on ne peut pas, montrer des curricula qu'on ne peut pas exercer. Autrement dit, on met des curricula, on met des programmes, mais on n'a pas des enseignants requis pour le faire, mais on le voit quand même sur les différentes pages et autres donc, des établissements. Ce qui veut dire que là aussi, ils se font du faux. Ce n'est pas normal. On dit que les enfants sortent de tel établissement, on donne donc le supplément de diplôme, mais malheureusement, sur le marché, les enfants ne répondent pas. Donc, il y a aussi lieu de voir les curricula et réellement donc d'être en relation avec le système économique du pays pour pouvoir avancer et être des édupreneurs de qualité. Alors, autre élément, les nouvelles tendances aujourd'hui. La nouvelle tendance, c'est l'utilisation du numérique. L'utilisation numérique a pris de l'essor, surtout avec cette situation de coronavirus où tout le monde veut faire du distanciel. Le distanciel, c'est une bonne chose, mais la facilité que ça donne pour envoyer des tas de devoirs submerge les enfants. On ne respecte plus le rythme des apprenants. On les assomme au point qu'on ne se préoccupe pas forcément de l'assimilation qu'il faut des apprentissages. Et à ce niveau également, il y a le problème, quand je parle d'apprentissage, le savoir, la connaissance est importante, le savoir-faire, mais le savoir-être également est indispensable. Donc, on ne peut pas faire une formation uniquement en s'occupant du distanciel. Il y a lieu donc d'ajouter au distanciel les possibilités de regroupement pour permettre aux jeunes d'avoir également des contacts au niveau social avec leurs collègues pour pouvoir s'organiser au niveau donc des entreprises qui aura à les embaucher. Donc, il y a une série de problèmes liés aujourd'hui au distanciel qu'il faut régler. Donc, si je veux me résumer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que nous devons faire le débat, il faut dire que les édupreneurs, c'est des entrepreneurs d'une classe exceptionnelle parce que ce qu'ils ont en main à manipuler, ce n'est pas une marchandise ordinaire. C'est pourquoi nous disons non à la marchandisation donc de l'école. Être édupreneur, ce n'est pas créer un marché donc de l'école, il s'agit de créer un cadre de formation des hommes et l'homme avec toute sa spécificité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire de publicité mensongère, on ne peut pas faire des curricula qu'on ne peut pas tenir, on ne peut pas mettre les hommes qui sont en apprentissage dans n'importe quel cadre, on ne peut pas non plus imposer donc des sommes faramineuses qui fait que seuls ceux qui ont les moyens peuvent avoir accès. Il faut également qu'il y ait une forme de partenariat avec l'État et que l'État accepte les édupreneurs comme des entrepreneurs, discuter avec eux, voir quels sont les domaines où il y a des lacunes au niveau public et leur permettre d'avoir accès à des subventions qui fera d'eux donc des entrepreneurs dont l'État a besoin pour avancer, des entrepreneurs qui soient en phase avec le système économique national, mais également en phase avec la géopolitique mondiale, puisqu'on forme nos jeunes non seulement pour nos pays, mais pour un marché international qui s'entremêle de plus en plus. Donc voilà un peu quelques idées jetées, étant donné que nous sommes limités par le temps. Et j'espère que dans le débat, nous allons revenir sur des questions plus pointues. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous venons d'être nourris de manière intellectuelle et mentale par des notions, j'ai failli dire, d'un autre niveau. Il est clair que le business de l'école aujourd'hui est évident, ou bien s'impose, on ne peut pas s'en passer. Maintenant, il est aussi clair que faire du business par l'école, avec l'école, nous impose une certaine manière de faire, autant aux acteurs de l'école, aux initiateurs de l'école, aux fondateurs de l'école, autant aux étudiants qui sont maintenant le pont entre l'école et les autres clients, les consommateurs, que sont les parents et les apprenants. Nous disons un grand merci au professeur, mais ce n'est pas fini. La parole vous est donnée à tous pour des commentaires, des ajouts, des questions ou des propositions. Qui veut prendre la parole? Si votre micro ne marche pas, vous pouvez cliquer sur le bouton converser pour nous envoyer votre question par écrit ou alors activer le micro, activer la vidéo et poser votre question dès maintenant. La parole est donc à vous. Je rappelle que nous sommes dans le cadre du forum virtuel des édupreneurs. C'est la conférence business de l'école en tant qu'affaire commerciale, qui vient de nous être délivrée par le professeur Goué Akoué Michel, professeur d'université et promoteur d'un centre de formation. Le forum virtuel des édupreneurs organisé par les cabinets Q Edu and Events, dirigé par l'ami Kondo Mustafa, et le cabinet Kwamivise à votre service. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou des apports? J'ai une question. Oui, Emmanuel. Merci beaucoup, cher professeur, pour votre communication assez claire. J'allais même dire très claire. Moi, j'ai une inquiétude liée à la création des écoles. Je me rends compte que pour créer, d'après ce que vous avez dit, une école ou un établissement, il faut avoir les moyens pour mettre les élèves dans de bonnes conditions d'apprentissage. Mais je me rends compte que le Togolais moyen ne peut pas créer, alors que ça ne peut pas créer un établissement. Et c'est pratiquement, et la plupart de ceux qui ont des idées d'entreprise dans le domaine n'ont pas les moyens. La plupart n'ont pas les moyens. Alors, quelle solution proposer finalement dans cette optique-là pour que finalement on soit utile, que les édupreneurs soient utiles, puisque vous avez dit que c'est inévitable. L'entrepreneuriat dans le domaine de l'éducation est inévitable parce que l'État n'arrive pas à jouer son rôle. Est-ce qu'il y a des solutions palliatives pour aider les édupreneurs, n'est-ce pas, à mieux jouer ce rôle pour accompagner l'État? Voilà un peu. Maintenant, par rapport aussi aux manuels et tout ça, j'avoue que chez nous, les manuels sont encore désuets. Bon, sont désuets. On doit changer les programmes. Beaucoup de choses sont à faire. Mais est-ce que dans ce domaine des manuels, est-ce qu'on peut aussi jouer notre rôle en tant qu'édupreneur dans le domaine des manuels scolaires? Ou c'est l'État seulement qui a le monopole, n'est-ce pas, de changer les programmes? Voilà mes deux questions. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, deux questions assez claires au professeur qui a pris bonne note. Professeur, est-ce que nous allons prendre une série de questions, bien vous y allez directement? Aller directement. D'accord. Alors,
est-ce que l'État peut accompagner les édupreneurs, donner une situation? Vous savez, actuellement, avec la situation du coronavirus, ce que l'État propose aux édupreneurs qui ont des difficultés financières, c'est de les soutenir auprès donc, des banques pour qu'on leur fasse des emprunts pour leur permettre, sur la base de ceux qui n'ont pas recueilli, donc d'avoir donc un crédit soft, comme il est dit. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est un projet qui va se poursuivre. Une personne seule qui veut créer un établissement, parce que c'est lourd, ce n'est pas évident. Il aurait fallu se mettre en place, mettre une société qui fasse le travail. Mais nous avons encore des difficultés dans nos pays à faire une association, étant donné que quand on commence ensemble, après tel veut rentrer dans ses fonds, etc. Or, l'école, ce n'est pas une entreprise qui est rentable dans les 2-3 ans. Pour qu'une école, des infrastructures soient rentabilisées, il faut compter 15-20 ans avant d'avoir cette rentabilité. Or, l'entrepreneur, généralement, veut rentrer dans ses fonds rapidement. C'est ça qui fait que c'est difficile donc, de se mettre ensemble pour le faire. Mais l'idéal serait de se mettre ensemble. Il faut alors des tests réglementaires pour cadrer ce domaine. Il faut que le soutien de l'État soit également un soutien permanent. Ce n'est pas occasionnellement quand il y a coronavirus, mais pour leur permettre d'avoir des prêts préférentiels leur permettant d'investir dans le domaine, ce qui laisse la possibilité à l'État de contrôler. Si l'État n'investit pas, il veut contrôler, ça pose problème. Je crois qu'il est important que l'État accompagne les édupreneurs comme entrepreneurs, mais également comme des partenaires de manière à surveiller ce domaine. Parce que celui qui fait des affaires doit gagner. Et si on l'empêche de gagner, alors il ne peut pas faire des affaires. On n'investit pas pour perdre. Mais il faut moduler. C'est comme une forme d'actionnariat populaire où vous devez attendre beaucoup d'années avant de pouvoir le faire. Alors, la deuxième question par rapport aux manuels. Alors, les manuels, ce sont des contenus. En principe, c'est à l'État de définir le citoyen à former. Et par conséquent, les programmes relèvent de l'État. À moins qu'on veut faire un autre programme qui ne soit pas forcément le programme de l'État. Par exemple, certains établissements font les programmes français et autres. Donc, ils prennent les manuels de France. Mais nous devons pouvoir également aider à faire des manuels. Dans ce cas, il faut avoir l'aval des services publics de l'éducation qui sont chargés de la chose. Et aujourd'hui, la question même de l'APC nous a amené à faire des ouvrages au niveau du primaire et avec le soutien de la Banque mondiale, le projet PERI. Mais il y a eu beaucoup de difficultés dans la gestion donc, de ce projet. Le ministère qui prend sa part, etc. Et puis, l'entrepreneur qui doit éditer le livre, on a d'abord donné à Graines de Pensée, après ça a posé problème, on a commandé ailleurs, les livres ne viennent pas à temps. Mais s'il y a une organisation, une forme de partenariat, pourquoi pas? Les édupreneurs peuvent participer à la confection d'ouvrages avec des contenus contrôlés par l'État. Voilà. Donc, il y a une question qui est venue par écrit, je crois bien. Je suis parfaitement d'accord. Je peux. Oui, vous pouvez reprendre si vous voulez. C'est Marcel, je peux aller? Oui, allez-y. D'accord. Toutes nos félicitations au professeur qui nous a véritablement bien éclairé. Juste une question, une contribution, une suggestion. Ma question est relative à la clarification du concept de l'efficience économique. Pardon? Je voulais qu'il revienne là-dessus pour que je puisse mieux comprendre. Concept? L'efficience économique dont il a parlé. Efficience économique, d'accord. L'efficience économique. Oui, 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 j'ai entendu. Voilà, donc tu pouvais reclarifier pour que je puisse bien comprendre. D'accord. Maintenant, la contribution, c'est par rapport à la question précédente au sujet des programmes à élaborer. Comme l'a dit le professeur, l'élaboration des programmes, le rôle régalien de l'État. Hein, parce qu'un programme, c'est ce que nous voulons être du citoyen à former pour qu'il soit utile
au développement du pays, c'est dans le curricula que ça se fait. Alors, si les gens laissent ce chantier-là dans les mains, disons, du privé ou bien dans les mains de tout le monde, ça va poser un réel problème. Donc, le professeur l'a si bien dit, c'est le rôle régalien de l'État. Maintenant, ce que nous jurons à l'État, c'est que quand on veut élaborer, par exemple, des contenus, il faut trouver un moyen de participer d'une manière ou d'une autre, pas forcément directement avec les spécialistes qui écrivent, mais de faire un petit sondage, un questionnaire adressé à ceux qui sont concernés, par exemple, par la thématique pour laquelle on veut reformer le programme. Pour nous, c'est le moment qu'il y a aujourd'hui. Quand vous prenez, par exemple, les livres de lecture de calcul pour le primaire, comme l'a dit avec le financement du PERI de la Banque mondiale, mais il y a des aspects, par exemple, d'éducation sociale où on devait consulter, par exemple, les associations des parents d'élèves, on devait consulter, par exemple, des spécialistes au niveau du ministère de l'Action sociale, par exemple, pour ne serait-ce que recueillir leurs avis sur certains aspects et ils vont tenir compte de l'élaboration. Maintenant, ce travail se fait en cooptant plutôt disons, c'est comme si c'était un réseau d'amis qu'on copte dans les acteurs institutionnels. Et c'est ça qui, à notre avis, pose un réel problème. Il faut que le travail se fasse un peu de façon inclusive. Donc, en amont, consulter même certaines personnes, certaines organisations, et maintenant compiler tout pour pouvoir exploiter ce qui est important à intégrer dans le travail qui sera fait par les spécialistes qui écrivent. Donc, c'était ça la condition. Maintenant, mes suggestions, le professeur a soulevé vraiment des questions très sérieuses, hein, des questions vraiment très sérieuses qui mènent à dire que les initiateurs de l'entrepreneur ont un grand boulot. Heureusement, ils ne sont pas seuls, nous sommes à leur côté pour leur suggérer des idées. Alors, et donc, ça m'amène donc à suggérer que ces gens de rentrée, que la prochaine fois, prochaine édition, il faut que les initiateurs mènent un plaidoyer à l'endroit des décideurs pour qu'ils prennent part à ces genres de débats virtuels. C'est fondamental parce que tout ce que nous suggérons bien ici, que ce soit par les orateurs, que ce soit par les participants de toute façon à cette rencontre virtuelle, il y a des idées très intéressantes et pertinentes qui méritent d'être prises en compte par les autorités. Alors, si le débat reste entre nous, eh bien, ça veut dire que ça ne va rien changer forcément. Hein. Ça ne va rien changer forcément. Alors que si ces idées, ces propositions, ces suggestions pertinentes sont connues et que le décideur a pris part. Je suis en train, par exemple, de voir le secrétaire technique prendre part à cette rencontre virtuelle ou des communicateurs de haut rang, comme le professeur Goya, par exemple, qui touche de façon pointue les vrais goulots d'étranglement dans la gestion de l'éducation togolaise. Je suis en train de voir les ministres sectoriels prendre part à cette rencontre. Donc, pour moi, le prochain dit pour les équipes premières, il faut aller vers là. Il faut aller vers là. Sinon, si le débat est entre nous et n'aime même pas aller sur les grandes chaînes, parce que je suis en train de voir dans quelle mesure les prochains mois, inviter le professeur Akwe, inviter les autres orateurs dans des débats à la télévision nationale. Ce serait bien que les responsables des organes télé comme radio qui ont inscrit dans leur programme des émissions d'éducation prennent part également et qui puissent exploiter après ce webinaire, qui puissent exploiter les grandes thématiques pour continuer d'ouvrir le débat et continuer le débat. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête là.
Alors, et je termine pour dire que ce qu'il faudrait suggérer, je ne sais pas si on va appeler ça état généraux ciblé. Bon, les grands connaisseurs du domaine de l'éducation peuvent nous aider à mieux reformuler, mais l'idée, c'est que il faut qu'on organise des rencontres avec les acteurs étatiques, par exemple, sur comment s'appelle, ce que le professeur a appelé l'émergence avec les sortants, la formation des citoyens dans le contexte de la géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut former les gens pour trouver du travail sur la planète, parce qu'on est dans un monde planétaire. Mais si nous formons seulement pour uniquement nos besoins sociaux, culturels et économiques, eh bien, on va laisser beaucoup de gens sur les carreaux. On va laisser beaucoup de gens sur le carreau. Donc, il faudra tenir compte vraiment de cela. Et pour moi, une rencontre qui resterait peut-être à des états généraux, mais ciblée sur une thématique particulière. Vous voyez? Et ensuite, l'essor numérique dont il a parlé dans la gestion de l'éducation post pendant le Covid et post-Covid, les avantages et les inconvénients, pour moi, doivent faire l'objet d'un état général sur une thématique clé comme celle-ci. Donc, si nous capitalisons de toute façon toutes les grandes idées que le professeur a soulevées et nous faisons des gestions aux autorités, eh bien, je crois que le débat doit continuer. Et donc, il faut que les entrepreneurs produisent quand même un rapport synthétisé de toutes les communications pour partager avec, demander à une audience de rencontrer le ministre, les ministres sectoriels et remettre, disons, le document qui est sorti de ces anges. Voilà un peu ce que moi je pense. Merci beaucoup. Merci Marcel. Je crois que les suggestions sont les bienvenues. Il revient aux organisateurs d'aller plus loin. Mais il faut également, vous, par rapport à votre position au niveau de la coalition, que vous continuez votre plaidoyer. Je sais que vous en avez déjà fait. Je suis membre de la coalition également. Continuez donc ce plaidoyer pour que l'État s'intéresse davantage aux éducateurs, non pas comme des policiers, mais comme des gens qui veulent collaborer avec des citoyens volontaires, responsables, qui veulent aider le système éducatif. Toutefois, en reconnaissant que quand ils mettent leur argent, il faudrait qu'ils entrent dans leur compte et qu'ils puissent avoir des revenus. Parce que être entrepreneur, c'est avoir des ressources. Donc, je partage tout à fait vos différentes suggestions. Par rapport aux participations des parents d'élèves et autres, c'est indispensable que ce débat retourne sur nos médias. Il ne faut pas que nos médias soient toujours pour diffuser des musiques et autres, mais les débats intéressants de société comme ceux que nous menons ici sont importants, que les différentes télévisions et autres puissent les prendre en charge. Je sais qu'il y a certaines télévisions qui ont certaines émissions là-dedans, donc moi je suis prêt à participer à des émissions de ce genre pour pouvoir sensibiliser un public de citoyens plus large. Alors, la question de l'efficience économique. Vous savez, dans tous nos pays, je vais d'abord faire cette parenthèse. Il y a un problème dans nos pays. L'État vient toujours en retard par rapport aux choses et les citoyens devancent. C'est comme l'urbanisation, le plan directeur est en retard, les populations construisent, puis l'État revient, on dit urbanisme, il faut casser, etc. L'État, notre État, nous devons l'aider à anticiper les situations. Par rapport au programme, l'État n'anticipe pas les situations. Les situations changent. Et ça m'amène à la question de l'efficience économique. Le système économique change. Le monde change globalement tous les jours. Donc, nous devons avoir dans nos systèmes éducatifs un genre de système de veille qui voit ce qui se fait et ce qu'on doit faire pour s'adapter progressivement et ne pas attendre au dernier moment, puis on dit, on vient, on fait des solutions de replâtrage. Non, le système change. Donc, l'efficience économique, c'est que l'entrepreneur ou l'État ou toute personne qui veut engager quelqu'un, donc il veut l'efficacité, il veut que ça marche. Donc, tous les systèmes économiques cherchent l'efficacité. Un État ne reste pas en arrière, mais un État doit avancer. Chaque jour, on dit donc qu'il faut faire évoluer le PIB, il faut pour faire évoluer le PIB, c'est tout.
Le système éducatif, c'est un investissement qui participe à l'évolution du PIB, même si on ne peut pas calculer ça dans l'immédiat, mais à moyen long terme, un système éducatif adapté permet donc d'arriver à l'efficience économique. Donc, l'économie, c'est la façon donc de mettre en contact les ressources minières, les ressources humaines, le capital et les machines pour former et avoir une économie qui soit donc rentable, qui permet donc aux citoyens d'être à l'aise. Or, le citoyen qui doit être à l'aise, c'est d'abord un travailleur, mais il est aussi parent d'élèves. Il a le devoir d'éduquer ses enfants. Donc, c'est un ensemble qu'il faut prendre en compte. Malheureusement, vous avez parlé tout à l'heure donc du secrétaire permanent du système éducatif. Ce secrétariat permanent, on l'a créé, mais ce n'est qu'un secrétariat technique. Il aurait fallu y ajouter toute une réflexion donc, pédagogique tout autour pour que des parents d'élèves puissent participer, que d'autres, et c'est ce que vous faites à la coalition. Mais malheureusement, le travail de la coalition n'est pas ressenti au niveau national, c'est resté entre quelques-uns parmi vous. Et il se trouve que parfois, dans nos institutions, on a plus d'amis que de gens susceptibles de faire le travail, de réfléchir pour aller de l'avant. Toutes ces réflexions, si on les partage largement, ça doit pouvoir sensibiliser les gens à prendre l'éducation comme un secteur important. Je dis le secteur numéro 1, parce que nous disons il y a santé. La santé est reliée à l'éducation. L'administration générale est reliée à l'éducation. Qui n'a pas été éduqué pour faire son travail dans le sens, même l'informel. Dans l'informel également, l'éducation est importante. Il faudrait que les gens qui sont dans l'informel puissent être des gens bien formés, qui réfléchissent, qui suivent un système. Parce que notre pays n'est pas un pays isolé. Et le système, nous sommes maintenant dans l'économie monde, qui fait que tout est interconnecté. Alors, si on doit encore s'en tenir au programme ancien et qu'on ne renouvelle pas par rapport à l'évolution économique, donc on est couché. Donc, l'efficience économique demande un système de veille permanent pour observer l'économie, voir quelles sont les nouvelles compétences. Dans notre pays, il est question donc de faire un référentiel des emplois, des nouveaux emplois. Ce référentiel n'a pas encore vu le jour. Il est important que ce référentiel soit fait continuellement et qu'une fois le référentiel fait, qu'on puisse voir avec les formateurs quels sont les programmes, les contenus à mettre pour mettre à jour les compétences dont le système économique a besoin. C'est ainsi cette synergie qui permettra à notre pays d'être à la pointe et de former des agents capables de suivre le rythme économique et de permettre un bien-être partagé. Merci beaucoup, Claire. Alors, la question, quelles sont les barrières liées à la réforme du système éducatif togolais? Les barrières, c'est d'abord la volonté politique. Vous savez, tout est une question politique. Aujourd'hui, nous nous préoccupons peu de l'éducation. On avait annoncé les états généraux de l'éducation qui, malheureusement, sont aux oubliettes aujourd'hui. Donc, moi, je fais partie de ceux qui devaient préparer le dossier sur la condition enseignante, mais on a préparé le dossier et tout est resté là, on n'a jamais pu faire. Donc, c'est une question donc, de volonté politique. Savoir que nous voulons un État qui se positionne parmi les États du monde et notre potentialité, on a fait le PND, mais le PND n'est pas très terrain. Je veux dire que le PND ne s'est pas réellement occupé du terrain quand on voit tout ce qu'on a proposé, les 3 axes proposés, etc. Est-ce que ça s'est occupé réellement des besoins de notre terrain? Quoique tout ce que nous devons faire doit partir du terrain, des constats, mais également doit partir du fait que nous avons besoin de nous positionner dans un système géopolitique où nos forces doivent être calculées de manière à également être représentatifs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on voit nos jeunes se débrouiller avec leur formation, etc. Et en fin de compte, quand ils sont désespérés, c'est pour prendre la mer. Donc, je crois que tout cela, c'est une politique holistique qui doit être mise en marche à la fois par rapport à l'État, mais également l'État en relation avec les différents partenaires qui sont les citoyens volontaires qui veulent aider à l'avancement de notre pays. Alors, d'autres questions éventuelles. Si des diplômes français, par exemple, peuvent mieux s'adapter à nos besoins que ceux délivrés nous-mêmes. Alors, cette question est fondamentale. Nos recruteurs
quand ils voient des diplômes venus d'Europe, parfois ils sont, ils disent, ah oui, il a fait telle université, etc. Ça aussi, c'est lié à l'autonomie que les Européens ont voulu donner aux universités. Il y a certains qui ont plus de moyens que d'autres, etc. Mais on ne leur permet pas toujours d'avoir des ressources indispensables pour diversifier et donner de la valeur à leur formation. Donc, on préfère ceux qui sont formés à l'étranger que ceux qui sont formés localement sur le terrain. Mais être formé sur le terrain, ça veut dire que être en relation avec l'environnement dans lequel nous sommes, l'environnement dans lequel on va travailler. Mais on en prend. Il y en a qui sont formés aux États-Unis, au Canada, qui viennent, mais qui sont des experts qui ne connaissent pas le terrain. Or, le terrain est important. Pour nous, ce n'est pas forcément, je crois que ça, c'est important que les recruteurs comprennent. Mais il faut également que les édupreneurs qui sont là puissent mettre l'accent dans la formation donc, sur le terrain. Et quand tous les enfants connaissent le terrain, quand on veut les recruter, il faut les mettre à l'œuvre pour voir quelles compétences ils ont du terrain. Et à partir de là, ils seront prisés. C'est parce qu'on ne le fait pas que nous sommes obligés d'aller chercher des partenariats extérieurs et parfois de faux partenariats. On peut venir un professeur pour donner de la valeur culturelle et puis voilà, c'est tout. Mais celui-là, seul, qu'est-ce qu'il a pu faire donc, dans la formation? Alors, pour la présentation, quelles sont les barrières? Je crois que c'est ça. Tout porte à croire que l'éducation est bâclée exprès pour que la jeunesse ne prenne pas la relève. Est-ce qu'on s'oppose à la relève? Non, on veut bien que ces jeunesses prennent la relève. Mais là aussi, je reviens à la question de l'équité sociale. On a l'impression que, et c'est ça qui fait difficulté aux édupreneurs. Les édupreneurs, il faut de l'argent pour rentrer. Mais qui peut envoyer son enfant? C'est celui qui a la classe supérieure, la classe moyenne peut envoyer, mais celui qui est de la classe inférieure ne peut pas. Mais son enfant peut être intelligent. Mais il se trouve que on ne bâcle pas, mais on veut l'éducation de qualité, rien que pour une élite, et les autres sont laissés pour compte. Or, ça ne respecte pas l'école démocratique, ça ne respecte pas l'équité sociale. Donc, celui qui doit faire l'équité sociale, qui doit veiller à cela, c'est l'État. Mais cet État ne s'intéresse pas réellement à l'éducation. Nos problèmes sont ailleurs. Donc, il est important aujourd'hui. Et quand vous me dites, quand est-ce qu'on peut le faire? Je ne sais pas. Si vous avez voté, est-ce que vous avez voté pour un programme politique? Dans le programme d'un parti politique, on doit prendre en compte l'éducation. On doit prendre les différents secteurs de développement. Et malheureusement, tout est faussé à la base. Ah, je vote pour telle personne. Or, c'est là où les décisions se prennent. Donc, comment faire pour que les décideurs réellement donc, soient des gens avertis? Ceux qui font nos lois, qu'ils soient des gens avertis. Si même eux-mêmes ne sont pas avertis, ils doivent avoir des cabinets qui pensent les choses et qui voient quotidiennement ce qui se passe, quels sont les besoins dans nos pays. Et ce besoin passe primo par l'éducation, une bonne éducation qui soit donc en lien avec les besoins économiques du temps, mais également qui soit en lien avec les transformations que le monde connaît. Parce que le monde change. Avec le coronavirus, on va avoir un nouveau monde. Un nouveau monde se prépare. Mais est-ce que nous nous préparons? C'est une opportunité pour nous, mais nous ne saisissons pas l'opportunité. Tous, on ne parle que du côté mauvais du coronavirus. Mais aujourd'hui, l'opportunité est là. Il faut saisir l'opportunité et réfléchir pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire parce qu'aujourd'hui, les produits ne viennent plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu un peu toute l'ingéniosité de nos agents, des gens qui mettent des bidons pour faire de l'eau et laver la main. C'est déjà de l'ingéniosité qu'il faut opérationnaliser. Et malheureusement, nous n'avons pas donc un système d'opérationnalisation, de réflexion et des petites choses que les gens font. Et quelle autre question? Quelles sont les conséquences si le système éducatif actuel dit tout? Les conséquences, c'est que nos jeunes vont rester en arrière. Ils ne trouveront pas de positionnement localement. Ils ne peuvent pas non plus se positionner à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront mourir dans la Méditerranée. Et c'est ce qui est dommage. Alors, quelles sont les conséquences au niveau de la jeunesse si la jeunesse éducative actuelle n'est pas revue d'ici 5 ans? Ah, vous me demandez de faire de la prospective. D'ici 5 ans, je crois que nous aurons des problèmes. C'est vrai que rien, il ne faut pas dire que tout est nul. Il y a des efforts qui se font. Justement, les édupreneurs font des efforts importants. Quand on va donner les résultats de CPD, vous verrez que les établissements privés vont avoir les meilleurs résultats. Les publics font également des efforts aujourd'hui, mais les privés sont encore au-dessus, que ce soit BPC également, ils ont encore donc le dessus. Mais c'est à quel prix?
Je dis que là-bas aussi, on vole l'enfance aux enfants. On vole l'enfance aux enfants. Il y a des enseignements qu'on donne qui créent la créativité. Combien avons-nous de professeurs de dessin dans nos collèges? Et nos enseignants ne sont pas formés pour enseigner le dessin. Or, c'est là la créativité. Combien avons-nous de professeurs de musique? C'est là la créativité. Donc, il y a des matières que, moi, je me rappelle avec un parent d'élève qui vient me voir dans l'établissement pour me dire, mais mon enfant, il travaille bien, mais vous avez ajouté des matières informatiques, etc., que c'est trop, il ne faut pas le compter ça. Je dis, mais monsieur, comprenez-vous que le monde a changé? L'informatique aujourd'hui, ce n'est même plus une matière, c'est comme le stylo qu'on utilise. Tout enfant doit pouvoir être initié à l'informatique très tôt. Et si vous avez les moyens, achetez un ordinateur à la maison, ce que l'enfant apprend, il essaie et petit à petit, progressivement. Dans les pays développés, on n'a plus de chauffeurs dans les services. On est des routiers, mais quand tu vas travailler quelque part, tu as ton permis B, le véhicule est là, tu le prends. De moins en moins, on va prendre des dactylos. On prend des assistants de direction, mais qui n'ont pas seulement à saisir des choses, ils participent à l'organisation du travail. Donc, tout cela nécessite une formation plus complète et plus adéquate par rapport à notre environnement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois que pour l'instant, c'est ce que j'ai comme question. Hein. Il y a d'autres qui veulent réagir. Donc, est-ce qu'on a encore du temps? Est-ce qu'on a encore du temps? Ça va dépendre des réactions de ceux qui sont là. Je pense que le professeur nous a tellement nourris qu'on n'a même pas envie de le laisser partir. Mais tout de suite, je voudrais juste rappeler par rapport à l'intervention de M. Marcel Tohi et à certaines autres interventions, que dans l'organisation de ce forum, nous avions donc envoyé, de même que la plupart d'entre vous ont reçu les invitations, nous avons donc envoyé des invitations et des noms d'informations aux différentes instances. C'est vrai, nous n'avons pas approché tous les autres secteurs, nous avons approché les secteurs directement impliqués dans l'éducation, les directions de l'enseignement, les inspections, le ministère, voilà, tout cela. Ils ont été tous informés, ils ont été tous invités, ils ont reçu, eux, en prime abord, ils ont reçu les codes d'accès de toutes les plateformes et tout. Mais bon, voilà. Nous sommes dit, et je l'ai dit au début de cette rencontre, que nous allons produire un rapport général et technique de ce forum qui sera disponible et qui sera transmis, acquis de droit, pour déjà donner l'information sur ce que nous faisons et partant les inviter à nous soutenir pour les autres éditions. Parce qu'aujourd'hui, la situation sanitaire aidant, nous avons fait un truc virtuel qui paraît facile, mais nous savons ce que nous avons subi comme stress pendant toute cette semaine. Mais lorsque nous avions fait l'édition de l'année dernière, qui était une édition physique, cela était aussi difficile. Mais c'est vrai que la version physique permet justement, en se regardant droit dans les yeux, de se dire certaines choses et de ne pas pouvoir dire certaines autres. Maintenant, avec la version virtuelle, on peut aussi oser dire certaines choses. Ce qui est sûr, il faudrait quand même que la participation soit là. Il faudrait quand même que l'accompagnement soit là. Il faudrait que le soutien soit là. Pour faire ceci, Dieu merci, nous avons le partenariat de Kame School, mais ce n'est pas tout le monde qui peut se connecter ce matin à Zoom pour suivre cette conférence. Ce n'est pas tout le monde qui a la connexion qu'il faut, ce n'est pas tout le monde qui a la logistique qu'il faut, ce n'est pas tout le monde qui a le temps. Bon, pour le temps, on peut l'avoir, mais en tout cas, de manière générale, voilà. Donc, tous ces facteurs aidants, nous avons besoin d'un certain accompagnement et c'est pour cela que nous produisons un rapport qui sera transmis à qui de droit pour nous accompagner dans les éditions prochaines pour que, comme l'a dit M. Marcel Tohi et le professeur, le niveau soit plus élevé et que nous ayons des discussions qui ne soient pas, entre guillemets, vaines. Ça ne veut pas dire que nous tenons une discussion vaine ici, mais que ceux qui peuvent décider soient aussi avec nous lors des échanges et au sortir des échanges puissent directement passer à l'action conformément à ce que nous aurons donc décidé. Donc, ne vous en faites pas. Ils ont été invités, ils ont été informés et à la fin de cette édition, ils recevront le rapport pour qu'après maintenant, on puisse compter sur eux
tant que possible pour les autres éditions. Maintenant, avant la tenue de la prochaine édition de ce forum, il va y avoir d'autres actions, il va y avoir d'autres activités, des forums, des séances, enfin, des conférences, enfin voilà, tout cela que nous pourrons organiser avec les uns et les autres sur, comme l'a dit M. Massé, sur des thématiques ciblées. Je ne vais pas dire états généraux, mais en tout cas, nous comptons organiser des rencontres avec des groupes ciblés. J'ai eu à rencontrer personnellement M. Tchakodeou, le président de la Fédération des associations de parents d'élèves. Je l'ai invité, je l'ai informé, je l'ai invité. Bon, je ne sais pas trop pour quelle raison il n'a pas pu être avec nous, mais voilà, nous aurons à organiser une des premières rencontres de concert avec l'association humanitaire familiale, va être d'organiser des plateformes d'échange très, je vais dire, très détaillées avec les parents d'élèves. Donc, absolument, la Fédération des associations de parents d'élèves sera avec nous, le professeur sera avec nous, la coalition sera avec nous et tous les autres acteurs sont aussi invités pour nous accompagner afin que déjà les parents d'élèves, de manière très précise et très spécifique, sachent déjà quel sera leur rôle. Parce qu'aujourd'hui, le parent, qu'on le dise ou pas, l'école est commerciale, le parent est condamné à aller chercher l'argent pour venir payer. La formation n'est pas gratuite. Il faut qu'il aille chercher l'argent pour payer. Or, c'est au même parent qu'on demande d'être présent aux côtés de son enfant. Maintenant, il fait comment? Est-ce qu'il va chercher l'argent ou est-ce qu'il doit être présent aux côtés de son enfant? Donc, il y a un certain travail à faire. Ce n'est pas une formation qu'on va faire pour le rôle parental, mais c'est un accompagnement, c'est des notions qu'on va partager, okay, pour que chaque parent sache comment s'y prendre, quoi faire. Bon, voilà, je suis déjà en train de rentrer dans les détails. Mais bon, voilà, donc, voilà. Questions qui sont encore arrivées. Voilà. Quelqu'un veut savoir quels sont les apports de solutions avec lesquels ils vont partir aujourd'hui. Vous en avez déjà donné. Une des choses, je dis, il nous faut l'école des parents. On n'a pas appris à être parent, mais il faut l'école des parents. L'école des parents, ça peut être déjà l'association des parents d'élèves de chaque établissement. On ne doit pas se retrouver seulement parce qu'on vous a appelé, mais s'il y a le bureau, de temps en temps, moi je préconise, comme je l'ai vu en France, des conseils de parents par classe, où ils ont une programmation. Les parents se connaissent, ils savent ce que font les enfants, mais ils doivent demander quel est le programme qui est exécuté dans la classe, comment ça se fait. Ils participent réellement à la formation par rapport à l'établissement. C'est une des premières des choses, donc une première solution. Deuxième solution, il y a aussi la possibilité qui est les grandes réunions, ce n'est pas toujours facile. Les états généraux, on va le faire. Mais si on ne fait pas l'état généraux, nous devons également, en tant qu'entrepreneurs, faire partie donc d'une association et de temps en temps échanger. Il y a aujourd'hui, par exemple, il y a l'alliance donc comment l'appelle-t-on, des professionnels de l'éducation, etc., à PELF. Il y a également l'UFEPLA. Donc, il faudrait que tous les entrepreneurs puissent être dans une association pour partager leurs problèmes. Et qu'à ces réunions, on puisse inviter également les acteurs publics, les inspecteurs et autres. Mais les inspecteurs, c'est un devoir pour eux d'accompagner. Ce n'est pas forcément qu'il faut qu'ils attendent que ceux-là cotisent. Parce que vous imaginez que les établissements publics, les privés, cotisent pour soutenir le fonctionnement des inspections. Dans ces conditions, est-ce que le travail est réellement fait? Parce qu'on ne leur donne pas les moyens. Il faut cotiser pour avoir ça. Or, c'est leur devoir d'accompagner pédagogiquement et administrativement ces établissements. Je sais qu'au niveau de l'enseignement supérieur, les écoles de BTS donnaient des rames de papier, plein de choses donc, à la direction des BTS. Tout ça, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire dans nos pays. Donc, si on s'organise mieux à venir, voilà les choses qui peuvent changer. Et autre solution possible, que l'État puisse mettre enfin en branle donc, le secrétariat donc, chargé de l'éducation et que ces gens se retrouvent périodiquement. Ça, il n'y a pas de réunion périodique. Pour que des gens donc, capables de réfléchir sur l'éducation se retrouvent avec les différents acteurs du système économique. Comment ça marche notre économie? Quels sont les éléments d'avenir? Comment les penser et mettre tout ça en synergie? C'est important. Enseignants, parents d'élèves, éducateurs, inspecteurs. Nous n'avons par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons besoin d'un niveau d'encadrement, de surveillance du système éducatif. Parce que là aussi, est-ce que les enseignants font réellement leur travail? Ce n'est pas évident. Il faut qu'il y ait un contrôle. Et ce qu'on appelle les inspecteurs d'académie.
qu'on puisse avoir ces inspecteurs d'académie qui voient le travail qui est réellement fait. C'est important. Il y a autre chose qu'on pourrait également envisager comme solution, c'est les problèmes de subvention. C'est-à-dire, quand on subventionne le privé, ça veut dire qu'on a un contrôle là-dessus. Il est temps que les établissements privés soient subventionnés. D'abord, on veut les reconnaître. Ils font des demandes pour être reconnus. D'accord, c'est bien. Mais maintenant, il faut alors leur donner des subventions en enseignant. Or, l'enseignement confessionnel a été subventionné. Il est question donc de supprimer ces subventions. Il y a certains enseignants qui sont pris en charge. Mais la majorité ne sont pas pris en charge. Mais si on prend en compte ce que les enfants payent et le service qui est rendu, il n'y a pas forcément donc d'équité. Donc, il y a lieu pour mieux payer les enseignants du privé, donc que les parents contribuent, mais que l'État participe en tant que partenaire, parce que ce sont des partenaires. Voilà les choses. Alors, quelqu'un pose la question de l'informatique. Ça aussi, je crois que c'est un retard fondamental que nous avons. Il y a des équipements aujourd'hui qui ne coûtent pas cher, qu'on peut acheter, qu'on peut mettre dans les établissements. Au moins que chaque établissement puisse avoir une vingtaine, une trentaine de machines où déjà à l'école primaire, si les enseignants sont formés, on peut avoir une demi-heure d'initiation machine aux enfants. Et à partir du collège, ils peuvent déjà commencer par faire de la recherche. Parce que nous avons un système aujourd'hui où la recherche est un élément moteur pour permettre aux enfants d'arriver à l'innovation. Tant que nous n'arriverons pas à ça, eh bien, il y aura toujours problème. Donc, il est important que tous les acteurs, moi je pense qu'ici, nous parlons aux acteurs privés, mais les acteurs publics ont le rôle important et ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Ils doivent le faire en synergie avec les acteurs privés, les prendre en considération et non intervenir comme police. Moi, j'ai vu des inspecteurs qui sont intervenus dans les établissements. Ils ont que le gueuler, c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis, en sortant, quand on leur donne l'enveloppe, ils se taisent et puis ça ne se poursuit plus. Donc, il est temps qu'on contrôle tous ces établissements, qu'on voit lesquels sont bons, comment on peut les subventionner, leur permettre d'être de vrais partenaires qui aident l'État. Et le problème de contenu est également important. Nos programmes sont en retard. Les programmes sont en retard par rapport aux besoins donc, de l'économie. Nos curricula, nous n'en avons pas. Je donnais l'exemple à quelqu'un. On n'a pas de formation pour former les gens qui doivent boucher les trous sur nos routes. De cantonniers, on n'en a pas. Les mécaniciens chez nous, vous amenez votre voiture électronique, ils tapent là-dessus, alors qu'il suffit de connaître aujourd'hui, un bon mécanicien doit connaître l'électricité, l'électronique, l'informatique et son travail mécanique. À partir de là, il peut diagnostiquer le mal et réparer. Mais tout ça, nous n'avons pas ces formations-là. Donc, il est important que les entreprises, les autres entreprises également, participent à ce travail de réflexion sur l'éducation pour innover continuellement notre système éducatif qui soit en rapport avec le développement économique. Et là, nous allons atteindre ce que j'appelle l'efficience économique. Merci. Merci beaucoup, professeur. Je pense que, bon, nous allons maintenant le laisser souffler un peu. Parlant de l'informatique, si vous permettez, je rebondis sur la question pour vous rappeler que nous attendons toujours que les autorités de ce pays revoient à la baisse le coût de la connexion, qui est une des conditions de base pour tout ce qui est numérique aujourd'hui. Mais en attendant que cela se fasse, vous pouvez toujours, dans le monde éducatif, vous pouvez toujours passer par la plateforme KameSchool pour tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous voulez avoir comme connaissance, comme savoir. Sur la plateforme KameSchool, commencez d'abord par vous connecter à travers Move et dès que vous cliquez sur KameSchool, c'est 0 mégas, 0 francs. Aussi simple que ça. Alors, grand merci au professeur Goué Akoué Michel pour cette conférence de ce jour. J'espère que tout le monde ici a pris bonne note de ce qui a été dit. Cette conférence a été enregistrée et sera disponible bientôt sur la plateforme de KameSchool, la page, enfin, vous verrez le lien sur la page. Le temps est déjà épuisé, le temps est épuisé. Je n'ai pas entendu, Marcel. Je demande si le temps est épuisé, le temps. Oui, bon, nous sommes arrivés à la fin. À moins que vous ayez encore une question. Bon, le professeur quand même fatigué. En fait, ce n'est pas une question, mais c'est juste une suggestion, un commentaire. La suggestion, oui, c'est que la coalition, le mois dernier, a été consultée par la présidence de la République
qui nous a envoyé un courrier parce qu'ils veulent réviser ou du moins actualiser les axes PND dans le contexte du Covid, puisque le Covid a tout chamboulé. Donc, il faut consulter les acteurs et nous avons été consultés axe 3 qui concerne le social et l'éducation, parce qu'ils ont copié le cabinet marocain et on a fait un webinaire que nous sommes en train de faire avec la participation du représentant de la présidente de la République. Donc, on leur a dit ce que nous pensons qu'ils doivent vraiment faire s'ils veulent que le PND soit une réussite, mais une réussite conditionnée par le fait qu'il faut qu'il y ait un hub éducation. Vous voyez, tout ce que le professeur a soulevé de si important, hein, vraiment les goulots d'étranglement du système éducatif dans sa communication, comme dans la réponse qu'il est en train de donner, si nous n'allons pas à un hub éducation, comme ils veulent en faire un logistique, un hub agricole, etc. Mais l'axe 3, éducation et autres, là, on va en faire un hub pour mettre les nécessaires, ouvrir le débat avec des grandes personnalités que demandons, non seulement qu'on parle de ce que nous pensons que ça va bien, que ça ne va pas bien, mais qu'on suggère aussi des idées. Et de tout ce que nous avons suggéré, nous leur avons dit qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'État est en train de faire un effort pour améliorer d'année en année le budget alloué à l'éducation. Même si cette allocation est très sensible, l'essentiel, on retient qu'il y a une volonté politique et une volonté politique d'améliorer le budget. Mais si on ne met pas en place un fonds de soutien à l'éducation qui ne servira qu'à l'investissement, eh bien, nous allons continuer de traîner parce que c'est une question de ressources aujourd'hui. Vous voyez? Et on leur a fait un truc très rapide sur la base du recensement de 2006 où nous sommes presque 6 millions de Togolais. Alors, si nous prenons, on enlève 2 millions constitués d'enfants, de pauvres, etc. et que on demande à 4 millions de Togolais de cotiser que 100 francs par an pour l'éducation, pour la cause de l'éducation, on est à 400 millions. Vous voyez, avec 400 millions, qu'est-ce qu'on peut payer par an, par exemple? Sachant que si moi, on me demande de cotiser 100 francs, mais ce n'est pas 100 francs que je vais cotiser, au moins je vais cotiser 1000 francs pour compenser les 2 millions que nous avons laissés là. Vous voyez? Et le représentant de la République, lors du webinaire, à la conclusion, dit que vraiment, de tout ce que nous avons proposé, ce qu'eux, ils vont prendre, c'est cette idée du Fonds national de soutien à l'éducation. Tel qu'on l'a fait pour le Covid. Pour le Covid, le chef de l'État dit nous voulons 400 millions pour répondre aux besoins de santé et autres, en tout cas toutes les exigences pour venir à bout du Covid. Mais en moins d'un mois, vous avez vu combien de milliards engrangés. Alors, ça me ramène rapidement à ce que le professeur a dit dans une des réponses, la volonté politique. Quand il répondait à la question sur les barrières, mais la volonté politique, c'est l'élément déclencheur pour que nous puissions bouger les lignes et pour que nous puissions faire des bons qualitatifs. Vous voyez? Et donc, ils étaient d'accord avec Coalition, avec nous, lors de ce webinaire. Donc, je suggère, sur la base de de dire que le rapport aille à la présidence de la République. C'est la directrice de cabinet du chef de l'État, Madame Dogbé, c'est elle qui est au cœur de ce travail. Et c'est elle-même qui nous a envoyé le courrier. Et donc, nous suggérons que le rapport de tout ce que nous avons dit n'aille pas seulement au ministre Seguel, mais au ministre du Développement là-bas, qui est au cœur de la manœuvre, ou pour ne pas dire le leader ou coordinatrice de la mise en œuvre des 3 axes du plan national de développement. Monsieur Toyi, merci. Ensuite, le professeur a évoqué un problème épineux. Je m'arrête là? Oui, vous permettez, je voulais vous dire une petite chose, une remarque. Pourquoi un cabinet marocain? Oui, professeur. Pourquoi? Nous n'avons pas d'experts localement. Voilà. On ne peut pas confiance en nos experts et qu'on doit aller chercher des Marocains. Je suis d'accord avec vous. Il y a problème. Nous sommes sur le terrain. Je suis d'accord avec vous. Moi, vous savez, moi, j'ai fait tout le cycle. J'ai commencé instituteur adjoint pour finir professeur titulaire.
Je connais le système éducatif togolais. Je pourrais faire partie donc du rang de ces experts, de celui qu'on a amené. Sur le Covid, je suis dans une équipe, on est en train de travailler sur l'impact du Covid aujourd'hui et les perspectives possibles. Nous sommes des experts localement. Si on ne nous fait pas confiance, on va aller chercher le Marocain. Le Marocain, c'est peut-être bac plus 5. Qu'est-ce qu'il connaît donc du Togo? D'abord de l'éducation même. C'est ça aussi, la volonté politique commence par la prise en compte donc, de nos potentialités. C'est ça. Je pense que ça sera un bon début, tel que le dit M. Marcel, en réponse à ce coup de gueule, si on peut le dire, du professeur. Ça sera un bon début si nos différentes activités peuvent être archivées. On fait des rapports qu'on dépose régulièrement au niveau de la présidence. Là, maintenant, ils sauront qu'il y a des gens qui a des compétences, qui a des têtes bien faites et bien pleines à l'intérieur des 56 600 km² sur lesquels ils peuvent compter et à qui ils peuvent faire appel lorsque besoin sera. Donc, comme l'a dit M. Marcel, nous allons déposer le rapport à la présidence aussi et à toutes les autres institutions et on sera toujours prêt si jamais besoin est pour des occasions pareilles. Ok. Bon, là, je m'arrête là, puisque pour moi, le temps le découle. Je m'arrête là. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à M. Marcel pour cet apport immense. Merci beaucoup à tous pour la présence et pour la patience. Je rappelle que nous étions à la conférence Le business de l'école. La deuxième conférence et la dernière activité du forum virtuel des édupreneurs édition 2020. Merci beaucoup à tous. Je pense avoir les contacts de tout le monde ici. Et donc, dès la semaine prochaine, vous recevrez chacun de manière individuelle copie du rapport qui sera établi pour cette rencontre. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si M. Condor a un mot avant la fin. Je rappelle que le forum est organisé par les cabinets Kwame Vise et Q Event & Edu. Merci beaucoup, moi c'est Condor Mustafa de Q en Mombes, un des co-promoteurs de cet événement. Et j'aimerais sincèrement remercier les orateurs, et spécialement le professeur Gouakoué et M. Marcel pour leur intervention pertinente. Et je pense que nous avons beaucoup de personnes autour de nous pour que le réseau des entrepreneurs puisse avancer. Et nous pensons au lieu où Marcel Toye est en train de nous indiquer pour le dépôt du rapport et de certains courriers. Je pense que il nous aidera donc pour que cela soit fait dans les meilleurs délais et que dans l'avenir aussi, dans l'organisation de ces événements, on puisse mieux faire et puisse nous aider, nous accompagner à trouver des partenaires qui vont nous aider donc à mieux faire. Merci beaucoup. Et, merci aussi à Kami School, bien sûr, et le partenaire qui nous a aidé à pouvoir faire ce webinaire. Merci. Merci beaucoup, Mustapha. Emmanuel voudrait ajouter quelque chose? Non. Vraiment, non, j'avais la même inquiétude que le professeur Gouakoué, hein, par rapport au cabinet marocain, en fait. C'est ça qui m'a... D'accord. D'accord. Le professeur avait un mot à dire tout à l'heure. Non, c'est le mot de remerciement pour dire aux uns aux autres merci d'avoir prêté attention à ce que j'ai dit et j'estime qu'à partir de nous, les choses iront peut-être mieux, que nous serons tous des ambassadeurs pour l'éducation, une éducation de qualité que nous voulons publique, même si c'est les éducateurs qui font les choses, il faut que ça soit une éducation publique et cet état de public sera donné quand notre État va décider donc de participer, de donner des subventions aux uns aux autres pour qu'ils soient réellement des entrepreneurs nationaux qui prennent en compte les problèmes du Togo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci à tous. Au revoir. Excellente journée et à très bientôt. Au revoir.